19h30, la lumière s'éteint, pas un bruit, puis un grondement sourd. Le transformateur au bout de la rue explose, et la nuit se déchire comme un papier trop tendu. Plus de réseau, plus d'eau, plus de chauffage. En quelques minutes, ton appartement à Lyon, ou ta maison près de Québec, bascule dans un autre monde. Un monde où la seule question qui compte n'est plus « qu'est-ce qui se passe ?», mais combien de temps je peux tenir ? Vraiment ? Et c'est là que la vérité frappe. Face à la même crise, un Français et un Québécois n'ont pas du tout les mêmes chances de survivre 7, 30 ou 90 jours. Pas à cause du courage, pas à cause de l'équipement, mais à cause de 4 différences qui peuvent devenir mortelles quand tout s'effondre. Aujourd'hui, on les décortique, et je te préviens, après ça, tu ne regarderas plus jamais ton environnement de la même façon. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous êtes passionné par la résilience, la préparation d'urgence et les stratégies de survie réalistes, laissez un j'aime, un boost et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. On y va. Première variable cruciale, le contexte géographique et climatique. Le Québec, c'est 1 500 000 km², pour 8,7 millions d'habitants. Ça fait une densité de 6 personnes par km². La France métropolitaine, 551 000 km² pour 68 millions d'habitants. Densité, 123 personnes par km². Vous voyez déjà où je veux en venir. En cas de crise majeure, la densité de population est un facteur déterminant. Plus il y a de monde, plus les ressources se raréfient vite. Plus la compétition pour la nourriture, l'eau, le bois de chauffage devient intense. Mais ce n'est pas tout. Le climat québécois forge une mentalité de préparation. Les hivers à moins 30 degrés, les tempêtes de neige qui paralysent tout pendant des jours. C'est pas nouveau pour eux. C'est une réalité annuelle. Un Québécois moyen a déjà vécu des situations où il ne peut pas sortir de chez lui pendant 3 à 4 jours. Où l'électricité saute à cause du verglas. La fameuse crise du verglas de 1998, avec 3 millions de personnes sans électricité pendant des semaines en plein hiver. Des températures à moins 20 degrés. Cette expérience collective a ancré dans la psyché de beaucoup de Québécois une chose, il faut être autonome. En France, les hivers sont généralement plus doux, les infrastructures sont ultra centralisées, ils sont habitués à ce que tout fonctionne, toujours. Et ça, c'est un biais cognitif dangereux en situation de crise. Mais même dans le meilleur environnement du monde, l'environnement ne vous sauvera pas. Parce que quand les systèmes tombent, il reste une seule chose entre vous et le chaos, ce que vous savez faire de vos mains. Et là, les différences deviennent encore plus frappantes. Deuxième facteur, les compétences pratiques. Parlons franc, combien de Français savent réellement faire un feu sans briquet ni allumettes? Combien savent chasser, pêcher, identifier des plantes comestibles? Je ne juge personne. C'est juste un constat. Au Québec, la culture du plein air est massive. La chasse, la pêche, le camping sauvage. C'est pas des hobbies de niche, c'est quasi mainstream. Environ 294 000 Québécois ont un permis de chasse. Sur 8,7 millions d'habitants, ça fait près de 3,4% de la population. En France, ils sont autour d'1 100 000 chasseurs sur 68 millions. Moins de 2%. Mais attendez, ça va plus loin. Au Québec, beaucoup de familles ont un chalet ou un camp de chasse isolé en forêt. Un lieu de repli naturel, déjà équipé, loin des centres urbains. Ils savent couper du bois efficacement, entretenir un poêle à bois, gérer l'eau d'un puits ou d'un lac, conserver la viande sans frigo, réparer des équipements avec les moyens du bord. Ces compétences, c'est pas de la théorie youtubée, c'est pratiqué régulièrement. En France, il y a une excellente culture agricole, certes. Les campagnes sont riches, mais l'urbanisation galopante a créé un fossé. Une majorité de Français vivent en ville ou en proche banlieue. Et statistiquement, un urbain qui n'a jamais pratiqué ses compétences a un taux de survie qui chute drastiquement après 30 jours en autonomie complète. Point crucial, je ne dis pas que les Français sont moins débrouillards. Je dis que la transmission générationnelle de ces savoirs est plus ancrée au Québec. Cependant, savoir-faire, c'est bien. Mais sans outils, sans énergie, sans eau, même les meilleurs s'effondrent. Et c'est ici que l'écart entre un foyer français et un foyer québécois devient presque brutal. Troisième élément, l'équipement et les ressources. Au Québec, avoir une génératrice ou un générateur électrique à la maison, c'est aussi commun qu'avoir une tondeuse à gazon. Pourquoi ? Eh bien, c'est à cause des pannes fréquentes en hiver.
C'est pas du luxe, c'est vraiment de la prévoyance de base. Au Québec, surtout en région, beaucoup de familles ont un poêle à bois, des outils manuels et des réserves. Pas par paranoïa, par culture. Là-bas, l'hiver t'apprend vite que dépendre à 100% du réseau, c'est jouer avec ta survie. En France, on tend à dépendre massivement du réseau électrique centralisé. Le chauffage? Souvent électrique ou au gaz de ville. Si ça coupe, c'est franchement problématique. Parlons armes. Sujet sensible, mais essentiel en survie. Au Québec, la possession d'armes à feu pour la chasse est courante et encadrée. En situation de crise prolongée, ça permet, la chasse pour se nourrir, la protection du territoire et aussi la dissuasion. En France, la législation est beaucoup plus stricte. Il y a donc moins d'accès aux armes. Je ne débat pas ici de ce qui est mieux ou moins bien au niveau sociétal. Je parle vraiment de survie brute. Dans un scénario de crise totale, celui qui peut chasser a un avantage énorme. La nature québécoise regorge de gibier, orignaux, cerfs, lièvres, perdrix. La forêt française aussi, mais l'accès et les compétences sont moins répandus. L'eau. Le Québec possède 3% des réserves mondiales d'eau douce. Il y a des lacs et des rivières partout. Accès à l'eau, c'est pratiquement une survie garantie. Bon, avec filtration bien sûr. La France a de bonnes ressources en eau aussi, mais la densité de population rend l'accès beaucoup plus compliqué en situation de chaos. Imaginez des millions de personnes convergeant vers les mêmes points d'eau. Mais l'équipement ne suffit pas, parce qu'en situation de crise prolongée, tout finit par casser, les machines, les plans, et parfois, les gens aussi. Et c'est là que se joue la vraie différence, dans la tête. Quatrième facteur, la mentalité et la résilience. On dit souvent que survivre, c'est 10% d'équipement, 20% de compétences et 70% de mental. La résilience psychologique est ce qui fait qu'on tient ou qu'on craque. Au Québec, on valorise la débrouillardise. C'est un héritage des coureurs des bois, des colons et des régions éloignées. Là-bas, on a grandi avec l'idée qu'on doit s'arranger, se débrouiller, compter sur soi. Il y a une culture de l'autonomie, du « je compte sur personne, je me débrouille ». En France, on a développé une société très structurée, avec des services publics forts. C'est une grande force, en temps normal. Mais, ça peut devenir une faiblesse quand tout s'effondre. Psychologiquement, celui qui a déjà été confronté à l'isolement, au froid extrême, aux pannes prolongées, a un cerveau qui ne panique pas de la même façon. La recherche en psychologie montre que l'exposition à des épreuves forge la résilience. En situation extrême, cette capacité d'adaptation devient un facteur clé de survie. Le cerveau québécois, façonné par un climat extrême et une histoire de survie, a cet avantage. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Français sont mentalement faibles. Loin de là. L'histoire de la France est remplie de résilience. Guerre, occupation, crise. La différence, c'est la fréquence de l'exposition aux situations extrêmes dans le quotidien moderne. Alors, si on met tout ça bout à bout, le terrain, les compétences, les ressources, la mentalité, qui tient le plus longtemps, la réponse n'est pas aussi simple. Alors, verdict, qui survit le plus longtemps? Sur le papier, avantage Québec. Pourquoi? Densité de population 20 fois inférieure, culture de l'autonomie plus ancrée, compétences pratiques plus répandues, accès aux ressources naturelles plus faciles et expérience régulière des conditions extrêmes. Mais, et c'est un gros mais, ça dépend énormément de la personne. Un prépeur français vivant en zone rurale, avec des compétences de chasseur, un potager, un réseau solide et un mental d'acier, il écrasera un Québécois urbain de Montréal qui n'a jamais quitté son condo. Le facteur individuel l'emporte toujours. Ce qu'il faut retenir, la géographie favorise le Québec. Le climat forme des gens plus résilients, aux extrêmes. L'espace donne de la marge. La France possède une grande diversité de climats et une puissance agricole parmi les plus importantes d'Europe. Le vrai message? Que vous soyez au Québec, en France ou ailleurs, arrêtez de vous comparer et commencez à vous préparer. Pas dans la paranoïa, dans la prudence intelligente. Apprenez, pratiquez, testez, constituez un réseau, restez humble. Parce que le jour où ça pète vraiment, ce ne sera ni votre nationalité, ni votre équipement qui compteront le plus. Ce sera votre capacité à vous adapter, à improviser et à rester humain. Voilà, vous avez maintenant une vision claire, sans bullshit, de cette question. Est-ce que cette vidéo vous a fait réfléchir? Est-ce qu'elle vous a challengé? Dites-le moi en commentaire. Je veux connaître votre avis. Vous êtes d'où? Vous vous sentez prêt? Quelles compétences vous voulez développer en priorité? Et surtout, Québécois, Français,
ou d'ailleurs partagez vos expériences. Pas de débat stérile, juste des échanges constructifs. Parce que, au final, on est tous dans le même bateau. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, un pouce bleu, un boost, ça m'aide énormément pour que l'algorithme la pousse à d'autres personnes qui ont besoin de voir ça. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu réaliste sur la préparation d'urgence, la résilience et l'autonomie. Et n'oubliez pas, l'espoir c'est bien. La préparation c'est mieux. On se retrouve très